Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. À 20 ans, dès la sortie de son école hôtelière, Mathieu Dorval travaille pour des grands restaurants parisiens. Quelques années plus tard, fatigué des cadences infernales et de la pression permanente des chefs, il démissionne et découvre que l'on peut vivre de la peinture en dessinant dans la rue. Il sera ensuite professeur de cuisine et peintre, puis seulement peintre. Dans cet entretien, nous le suivons depuis son premier émerveillement enfant devant le travail d'un peintre, son oncle, à Loctudy, jusqu'à son installation dans son atelier de Crozon. Tous les enfants dessinent, hein. On dessine beaucoup à l'école, hein, à la petite école, l'école maternelle, tout ça, on dessine énormément. Et la différence, c'est que effectivement, moi j'ai continué quand beaucoup s'arrêtent. Ben, en fait, les peintres ou les artistes qui font de la peinture, eux, ils continuent. C'est ça qui effectivement fait la différence. Mais au départ, euh, tous les enfants de ce que j'ai vu des miens déjà quand j'allais les amener à l'école et puis de mes souvenirs à moi, il y a toujours un espèce de plaisir incroyable à touiller la peinture avec un pinceau, de l'eau, à l'étaler. Bon voilà, je pense qu'il y a une certaine magie là-dedans et de faire jaillir comme ça les couleurs, les formes. Et du coup, bon, moi je suis toujours resté sensible à ça. Il y avait aussi, ça c'est capital, dans la famille, chez mon grand-père paternel à Loctudy, un oncle écossais et qui était peintre, qui s'appelait Alexander Gaudi et qu'on a vu quand j'étais enfant, qu'on allait chez mes grands-parents pour les vacances d'été à Loctudy, qu'on voyait peindre sur la terrasse. Bon, en plus, il était très charismatique, avec les cheveux longs en arrière, la chemise à fleurs, cigare, tout ça. Bon, il parlait anglais, en français avec un accent assez rigolo, et il avait un énorme talent. Voilà. Et il peignait tous les jours Ah bah lui, quand il venait chez mon grand-père, il était, en plus, lui, c'était vraiment ça, une source inépuisable pour lui. Le port de Loctudy, les marins, les pêcheurs, le retour des bateaux, euh, les bateaux qui carénaient juste devant la petite plage, là, sur le port, en face la perdrix, le phare, là, assez emblématique, là, à Oui, oui, damier je vois, noir ouais. et blanc, là. Et en fait, à l'époque, dans les années 60, 70, enfin, ouais, 70, ouais, quand j'étais gosse, les bateaux venaient caréner là sur la plage. C'est-à-dire qu'ils venaient à marée haute, à marée basse, la mer se retirait, les bateaux étaient couchés sur le côté, et puis ils refaisaient le minium, L'antifouling. quoi, l'anti-fouling, voilà, c'est Ouais. ça. Et donc, et les bateaux de, bah, d'abord, enfin, ouais, c'est des formes extraordinaires, des couleurs extraordinaires. Enfin, il y a toute une vie là qui était vraiment assez fantastique. Et pour un peintre de son talent, bon, bah voilà, c'était une source inépuisable en fait. Je crois que franchement, c'était pour lui hyper important de venir pendant 2 mois comme ça en Bretagne. Le reste du temps en Écosse, il faisait beaucoup de portraits en fait. Il était notamment portraitiste officiel de la reine Elisabeth, etc. Enfin, il a fait partie du pool des artistes contemporains de l'époque qui l'ont portraituré. Donc c'est un personnage un peu fascinant, mais il vous a comment donné un pinceau Non, non, pas du non. tout. Alors, par contre, il fallait quand même plutôt le laisser tranquille, quoi. Nous, on était derrière lui, on regardait, bon, voilà, mais enfin, il donnait pas de cours, hein. Et, D'accord. enfin, on l'intéressait pas plus que ça, quoi. Mais malgré tout, il y avait quand même l'odeur de l'huile de lin, la térébenthine. Et puis, c'est un grand peintre, hein. C'est vraiment un Oui. grand peintre. On va dire, pour situer, euh, il y aurait du Mathurin Méheux,
du Matisse et du Giraud, le dessinateur de Blueberry. Hein, voilà. Ah oui, Si on condense un peu tout ça, eh ben, on aurait à peu près, on pourrait à peu près avoir son style, quoi. Donc là, ouais, on voit l'été en Bretagne, à l'Octudie, magnifique. Ouais. Un peintre qui arrive, un peu fascinant. Et vous qui aimez dessiner et peindre déjà. Avec mon frère aîné, on faisait beaucoup de bandes dessinées. Mais vraiment, enfin, de la bande dessinée de gosses, hein, tu sais, des histoires de western, pas très bien dessinées, mais malgré tout. Et en fait, je me rappelle, on était trois frères, hein, très rapprochés. Quasiment en 3 ans, on était trois. Donc, on jouait à ce qu'on appelait, on jouait au patron. C'est-à-dire que c'était un peu comme la rédaction de Gaston Lagaffe. C'est que mon frère aîné et moi, on était les dessinateurs. Et notre petit frère, Denis, lui, il faisait le patron, il faisait celui, T'es pas c'est le content? rôle de Prunel ou de Fantasio, quoi. Il vient récupérer les dessins, voilà. On D'accord. jouait à ça, en fait. Donc on devait dessiner, il nous disait, bon, bah voilà, bref. Et donc, moi, j'ai toujours continué comme ça, bon, à dessiner un peu, à raconter des histoires. Et après, euh, en- j'ai commencé une bande dessinée, mais j'étais quoi, en CM1 peut-être? CM2. J'ai commencé une bande dessinée, voilà, Ok. perso, un peu plus étudiée quand même, enfin, je veux dire, avec une intention un petit peu plus, Appuyé de résultats. ouais, appuyée, on va dire, voilà, avec la volonté vraiment de raconter une histoire. Alors que, Mais là, c'est le dessin plutôt. C'est le dessin, il y a les couleurs aussi peut-être? ouais, c'est le dessin. Et c'était surtout aussi, je pense, malgré tout, la volonté de raconter. Ah oui. Je crois que j'aime bien ça, en fait. Et oui, alors bon, donc ça continue sous la forme bah, de l'enfance et de l'adolescence. Et à un moment, il faut bosser. Et est-ce qu'à ce moment-là, un enfant de 16 ans, par exemple, peut envisager d'en faire un métier ou pas du tout? Comment ça s'est passé pour vous, hein? Non, moi, c'était la cuisine. Parce que finalement, D'accord. mon frère aîné, lui, il a continué à dessiner également. Il a fait les Beaux-Arts de Paris et tout ça. Mais moi, très jeune, j'ai perçu que ça devait être sûrement un métier compliqué, artiste, tout ça, Oui, pas sûr. J'ai senti ça. Et j'avais aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était la cuisine. Et je me rappelais les grandes tablées chez mon grand-père à l'Octudie, justement, où il avait, comme mon grand-père, il a eu 10 enfants, donc il y avait beaucoup d'oncles, de tantes, pour le Nouvel An, tout ça, il y avait des grandes tablées. Et bon, je sais pas, très tôt, j'ai commencé à me faire à manger moi-même mon petit déjeuner. Après, puis commencer à faire à manger, quoi. Ça m'intéressait, j'aimais bien. d'accord. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai commencé à dire, je vais faire cuisinier. Je voulais faire cuisinier sur le petit Quinquin, qui était un chalutier de l'Octudie, n'est-ce pas? Après, Partir avec les pêcheurs? voilà. Alors parce que oui, il y avait la notion de voyage, Ah oui, oui, il faut voilà, rêver pour notion y... de prendre la mer, les bateaux. Moi, j'aimais bien, voilà. Je me disais, tiens, cuisinier sur le petit Quinquin. Il y a un prof quand j'étais en troisième, j'avais mis ça sur la petite fiche qu'on remplit au début de l'année. Il demande, bon, voilà, comment on s'appelle, tout ça, machin, puis qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard. Alors, moi, j'ai mis cuisinier sur le petit Quinquin. J'étais en troisième quand même. Et puis le prof, je sais plus comment il s'appelait, il dit comme ça, Dorval, cuisinier sur le petit Quinquin. C'est pas très ambitieux tout ça. Bon, alors après, voilà, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Enfin, et par contre, bon, en découvrant la cuisine, en étant élève au lycée hôtelier à Dinard et tout ça, C'est ça, après donc vous allez faire un BEP de cuisine, ouais, puis BP un de cuisine. BTH, c'est ça, Ouais, après, bac technique on pouvait culinaire. continuer, ouais, ouais, Ouais. voilà, ouais. Donc j'ai fait 4 ans au lycée hôtelier. Ouais, c'est pas rien, là, Ouais. vous devenez professionnel de la cuisine. Bah, quand on sort, ouais, on est formé, quoi. On va dire, on sait faire un poulet rôti, une blanquette, un bœuf bourguignon, des œufs à la portugaise. Bon, enfin voilà, on sait faire plein de choses. Ouais, ouais. Mais alors Mm. là, après, vous choisissez d'aller dans les grands restaurants. Enfin, je sais pas si c'est un choix. C'est-à-dire, vous allez assez vite, vous arrivez assez Ouais. vite à Paris dans des restaurants étoilés Michelin, c'est ça? Ouais, ouais. C'est Bah pareil. quand même, qui peut le plus, peut le Ouais. moins, quoi. Je veux dire, l'idée c'était quand, bah, parce que si c'est pour être très bien dans une cuisine, mais s'ennuyer à faire des steaks frites avec une feuille de salade, bon, alors là, c'est le bagne. Par contre, dans l'idée de gastronomie, etc., bon, bah, j'avais aussi le sentiment peut-être de poursuivre une forme un peu de tradition familiale. Quand on était chez mon grand-père à l'Octudie, bon, bah,
quand il y avait toutes ces grandes tablées, là, on apportait un plat. C'était le rôti de porc de chez Marie-Louise Lebert, avec les patates autour, qui avait cuit dans le beurre clarifié, tout ça. Bon, voilà, je savais ce que c'était qu'un bon plat, que les gens, comment on apprécie un bon plat. Je me rappellerai toujours, au Nouvel An, mon grand-père, il sortait un sauterne Raymond Lafont. Hein, pour le repas de Nouvel An, quoi. Le truc, ça commence à 2 heures l'après-midi, ça finit à 8 heures le soir, quoi. Donc il y avait un peu de foie gras et il y avait le sauterne Raymond Lafont. Et voilà, donc la gastronomie, les vins fins, tout ça, oui, bah, c'était quelque chose qui m'attirait. De l'autre côté, il y a aussi cette filiation, on va dire, loctudie, bretonne, mais ma mère, elle est italienne. Mon autre grand-père, il est italien. Et lui aussi, pour les grandes occasions, il cuisinait. Il faisait des raviolis comment dirais-je, à la viande de veau hachée, etc., avec des herbes. Il faisait son bouillon, il faisait l'ossobuco, il faisait la cuisine du nord de l'Italie, quoi. Donc bon, voilà, il y avait quand même... Donc finalement, ça se passe bien. Vous arrivez dans l'endroit dans lequel vous voulez être, un restaurant où on fait de la vraie cuisine. Ouais. Et comment ça se passe alors, le premier contact avec le boulot, là, en plein cœur d'un resto parisien qui, en plus, prétend, ou qui a l'étoile, donc, ou plusieurs. Ouais. Bah, c'est dur, hein, on en prend plein la tête direct. Hein. C'est comme, voilà, c'est le gros coup de batte de baseball, parce qu'en fait, on commence à 9h le matin, on finit à 14h, 14h30, on a une petite coupure, on reprend à 17h30 pour finir à 23h30. Donc quand on a 18 ans, bah, j'avais quoi, 19 j'avais, là, 19. Bon, à côté de ça, moi, il y a mon frère, il était aux Beaux-Arts, genre, là c'est même pas le Club Med, c'était carrément, c'était une autre planète, quoi. Donc c'est sûr que, voilà, au bout de quelques temps, quand même... Combien de temps ça a pris Combien de temps ça a pris pour qu'il y ait une petite fêlure, quelque chose qui se dise, oula, peut-être que... tout de suite. Ah, tout de suite, ouais. Mais même à l'école déjà, même à l'école hôtelière déjà. D'accord. Même déjà à l'école hôtelière, des fois, il y avait des trucs, je me disais, oh là là, ça va pas être simple l'histoire là. Mais bon, on veut pas voir, et puis... Vous avez tenu, quand même, Ah ouais, non. Ah ouais, mon père était assez autoritaire quand même. Il n'était pas trop question de dire à mon père, tiens, l'école hôtelière, je vais arrêter. Ah, dans mon esprit à moi, peut-être que certains... même au resto, vous avez tenu aussi. Ouais, il y a un côté comme ça où, bon, voilà, à partir du moment où je m'étais engagé, voilà. Mais le premier resto à Paris, là, ça s'appelait chez Gérard et Nicole. On les appelait Monsieur Gérard, Madame Nicole. Ça, on avait vraiment l'impression, ça faisait un peu claque quand même, hein. Ça faisait un peu Madame Nicole. Claque, bordel. Ouais. mais pas du tout. C'était un restaurant, une étoile Michelin, très bien. Comme client, il y avait Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg qui venait régulièrement. Ouais. Il y avait aussi Lewis Furet, un type Québécois. Ouais, un Québécois, voilà, et il était marié à Carole Laure. Carole Laure, voilà, c'est ça, voilà. Ok, ouais. Non, mais c'était une actrice, elle a joué avec Yves Montand dans un film, je ne sais plus lequel. Chanteuse actrice. Ouais. Et puis lui, Lewis Furet, c'était un compositeur et tout ça. Bon, enfin voilà, c'était un restaurant avec voilà, il y avait un peu de monde. Il y avait des super recettes que j'ai toujours eu en tête. Il y avait un ravioli de langoustine à la moelle de bœuf. C'était très très bon. Hein. C'était vraiment super. Puis la langoustine, voilà, ça faisait le lien avec l'Octudie. Oui. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas, à côté du travail, comme beaucoup de gens font, ils vont faire un travail alimentaire et à côté, ils vont continuer à peindre, à dessiner, tout ça. Là, c'est pas possible. Il n'y a pas l'énergie possible. Ah si, quand même. Ah, quand même. Ouais, quand même, ouais. J'avais continué. La bande dessinée que j'avais commencé en 77, à cette époque-là, je la continuais encore. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est pas un boulot. Ça s'étale sur presque 10 ans, je crois. Au début, on voit le dessin, il est assez maladroit, puis après, il se perfectionne un peu, tout en restant maladroit. Hein. Je suis pas un grand dessinateur. Hein. Je suis pas, ça pourrait même être prétentieux de dire ça. Mais non, il y a toujours. Et puis mon frère est aux Beaux-Arts. Hein. Tous les potes que je fréquente à l'époque, c'est les potes à mon frère, et ils sont tous aux Beaux-Arts. Par exemple, pendant ma coupure, je vais aux Beaux-Arts. D'accord. Moi, je travaillais, à l'ESIA. Donc, quand j'avais fini à 14h30, je prenais Porte d'Orléans, là, je descendais à Saint-Germain,
Et à l'époque, les Beaux-Arts de Paris, c'était un moulin. On rentrait, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas Oui, de, oui, il oui. y avait pas de guérite à l'entrée. On rentrait, on sortait, on faisait, voilà. J'allais des fois, je prenais un cahier, j'allais suivre le cours de modèle vivant. Ah, d'accord. Mais il y avait un grand écart quand même. Ah, énorme, Énorme. énorme. Ah bah, les gars avec qui je bossais au restaurant, quand je leur disais que j'étais allé aux Beaux-Arts cet après-midi, les mecs, ils étaient là, ils ne comprenaient pas en fait. Et il y avait un décalage effectivement entre bon, la vie que je pouvais avoir le week-end avec mon frère, les copains, il y avait déjà des soirées, trucs comme ça, et puis bon, le milieu professionnel dans lequel j'évoluais qui était là, bon, c'était boulot, boulot, et puis bon, c'était D'accord. différent quoi. Mais vous vous en accommodez parce que vous avez, je crois avoir déjà entendu la valeur travail, le pater, il faut gagner sa vie, Ouais. on est sérieux quoi au boulot. Ouais. Mais malgré tout, ça se fissure. Ce serait intéressant de voir comment ça se fissure et peut-être s'il y a un événement déclencheur qui fait que, à un moment, parce que vous basculez. Ouais, ouais. Voilà. Alors, comment basculer de deux mondes si étanches entre eux? Ouais. Bah d'abord, quand même, je me... après, bon, il y a eu ce premier restaurant-là dans lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé 6, 7 mois, 8 mois. L'été, j'allais faire des saisons sur Brittany Ferries. Bon, là, c'était un peu pas les vacances, mais Brittany Ferries, on bossait une semaine à bord, une semaine à terre. Non, mais c'est dur à bord. Ouais, enfin, Non, ça va, bon, par attends, on rapport à... s'éclatait à bord. Enfin, je veux dire, c'était génial. Tous les soirs, c'était la fiesta. Il y avait escale à Plymouth, on faisait une escale à Santander. On travaillait 12 heures par jour, ce qui était la même chose que ce que je faisais quand je travaillais à Paris. Sauf qu'au bout d'une semaine, bah, j'avais une semaine à la maison. Oui, oui, oui. Ouais, donc bon, on bosse dur. Oui, oui, bah, c'est vrai, c'est dur. Ouais, ouais. Mais enfin bon, c'était pas plus dur que ça n'était à Paris. Sauf que là, bon, bah voilà, les choses étaient quand même, c'est une grosse société. Bon, voilà, enfin, il y a des choses à respecter. Dans l'hôtellerie et la restauration à l'époque à Paris, les heures sup, c'était même pas la peine d'aller voir le patron, lui demander des heures sup. Le mec, D'accord. enfin, il te traitait de feignasse déjà direct, d'entrée, quoi. Donc bon, D'accord. ça n'existait pas. Hôtellerie-restauration, ça n'existait pas, les heures sup, hein. Et donc, oui, alors, juste peut-être entre parenthèses, dans le télégramme, il y a une semaine, il y avait le cas d'un harcèlement d'un cuisinier sur la Brittany Ferry. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Bah non, mais le harcèlement en cuisine, voilà, les choses ont commencé à évoluer, mais moi j'ai vu des choses, oui, effectivement, complètement anormales. Complètement anormales. Il n'y avait pas de. C'était un milieu, vous imaginez un peu, 5, 6 personnes, 12 heures par jour, à travailler dur. Il n'y avait pas de filles à l'époque, hein. Maintenant, ça s'est féminisé, le métier s'est féminisé, etc. Mais à l'époque, non. Donc, non, non, c'était. Et le chef est tout puissant. Ouais, c'est ça qui... Ah bah oui, parce que quand on envoie l'assiette, on réclame, oui, bon, alors un jarret de veau, table 12, oui, chef. C'est ça, Ah hein. ouais. Ah bah ouais. Donc bon, le mec, des fois, il y en a certains, ils pètent un câble, hein. D'accord. Alors, bon, pour vous, ça s'est passé comment entre le moment où vous êtes dedans, vous faites le boulot, Ouais. quelles que soient les conditions, et où ça se fendit, et puis à un moment, vous arrêtez. Voilà. Ouais, ben, bon, après, je ressentais quand même le besoin à un moment, après avoir fait une saison, je suis parti en Inde, j'ai voyagé, je suis parti Entre-temps, ah oui. bah, entre différentes périodes dans les restaurants, par exemple. D'accord. Je m'étais dit, puis je voyais mon frère, lui, il était allé en Grèce l'été avec un pote. Mon autre frangin, bah, pareil, il était parti en Afrique du Nord avec sa copine. J'étais là, bon, c'est bien, mais enfin moi, voilà, quoi, j'avais levé le doigt, j'avais dit, bon, bah attends, j'aimerais bien moi aussi, quand même, voilà. Donc j'étais parti en Inde pendant 7 semaines, mais bon, parce qu'il y avait aussi une nécessité, un besoin quand même de voir autre chose, et voilà. Je sentais bien qu'il y avait un On petit, sent l'enfermement il y un avait un peu. petit décalage, ouais, ouais, un peu enfermé, les caves, les cuisines, en sous-sol, à Paris, tout ça. Bon. Et puis, moi, ce qui m'avait fait rêver dans la cuisine, c'était aussi, au-delà des grandes tablées chez mon grand-père et tout ça, espèce de joie de vivre un peu. Il y avait aussi la magie qu'il y avait dans, je sais pas, quelques pommes, de la farine, du beurre, et puis hop, tout ça, au bout d'un moment, ça sent la tarte aux pommes, et voilà. La Voilà. matière, ouais, qui Donc travaille. voilà, on transforme. Il y a un côté magique un peu. Il y a un peu comme comment dire, c'est un peu la Tanor, quoi. La Tanor. Bah, l'endroit où le four où on transforme les choses, où on Oui. transforme le plomb en or, quoi. En Ouais, gros, ok, c'est un ok. peu ça. Et L'alchimie. donc voilà, l'alchimie. Et je me rappelle,
Moi, j'étais quand même assez contemplatif. Moi, je pense que j'étais un gamin assez contemplatif. Et quand ça m'arrivait de penser, je me disais, ah ouais, c'est bien. Donc, du coup, en cuisine, le champ qui est derrière moi, le champ de blé, ça va s'accommoder aussi bien avec le bar qui est là, sous l'eau. Et tout. Enfin, je Oui, trouvais oui. qu'il y avait une espèce de poésie, quelque chose de un peu d'universel qui englobait un petit peu tout là-dedans qui me plaisait. Mais ça, c'était en théorie. En pratique, c'est quand même autre chose, quoi. C'est des obligations tous les jours, le boulot, debout, le bruit. Bon, voilà, quoi. Et puis, il y avait la peinture, quand même. C'était là, en fait. D'accord. C'est quelque chose qui était en germe. Mais vous m'avez parlé, quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé quand même, à un moment, il y a eu comme un coup d'éclat un peu, enfin un Ouais, peu, la rupture, c'est ça. Hein, faut ouais, être une grosse juillet. tension, Ouais, ouais, le ouais. chef qui se Non, mais il y permet. a eu un moment, c'est une tension, c'est aussi une forme de dépression, en fait. Hein. Je crois, si j'analyse maintenant, avec le recul, Ouais. je l'ai peut-être jamais formulé comme ça. Mais enfin bon, je pense qu'à un moment, j'étais arrivé, j'étais dépressif. Hein. Parce que moi, aller bosser dans les cuisines, etc., j'en pouvais plus. Enfin, c'était le bagne, quoi. Je me levais le matin, j'étais dans le bus, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là où je vais voilà. Alors, j'avais trouvé toujours des robes, Bon, après, j'ai bossé au Plaza Athénée, on était 35 en cuisine, et là c'était très réglementé, on commençait à 9 heures, on finissait à 15 heures, on reprenait à 19 heures, on finissait à 23 heures. Moi j'étais à la grillade à 23 heures, je posais mes trucs, le mec arrivait, je lui disais bon bah tiens il y a ça, 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 faut finir, et puis voilà. Et lui il faisait la nuit après derrière. Donc bon, j'arrivais toujours à trouver des solutions, mais il y a eu un moment où voilà, il fallait vraiment trouver de l'oxygène, quoi. C'est ça. Et, euh, et oui, effectivement, je crois que j'avais dû bosser dans un resto et un jour le chef, bon, moi j'y arrivais plus en fait. Voilà, j'avançais plus quoi. Vous alliez plus assez vite. Ah non, j'avançais plus, voilà. Ok, et là c'est pas mal parce que donc vous quittez ce resto, Ah bah ouais, je me fais virer même. Hein. vous faites virer, il n'y a plus de, il y a plus de pognon, le papa peut s'inquiéter, faut vivre, vous avez encore une fois la valeur travail et vous voulez pas dépendre des autres pour vivre, donc il faut gagner sa vie. Malgré tout, en venant juste d'arrêter son travail. Et là, c'est intéressant l'anecdote que vous m'avez racontée. Je vais vous laisser la raconter. Vous allez donc dans Paris. Ouais, j'ai erré pendant 2, 3 jours, j'ai quand même erré un peu en me disant, bon bah non, qu'est-ce que je vais foutre? Parce que je me rendais bien compte que je pouvais plus travailler dans les cuisines, c'est plus possible. Et, euh, et je vois un gars qui avait déplié au sol une reproduction de Temara del Lempicka, une peintre des années 30, un peu art déco et tout ça. Bon, et il était en train de dessiner par terre boulevard Saint-Michel. Et puis il avait un chapeau quoi, posé par terre. Il y a plein de pièces de 10 francs dans son chapeau. Quoi. Donc du coup, je suis allé voir mon frangin, je lui ai dit, mais tiens, j'ai vu ça et tout. Enfin, comment on peut faire et tout. Mon frère me dit, bah, c'est pas compliqué. Tu prends une grande feuille, tu fais un quadrillage, tu vas chercher une carte postale, hein, ce que tu as envie de reproduire. Tu fais un quadrillage également sur ta carte postale et tu reproduis le dessin, les formes exactes pour savoir placer l'œil au bon endroit, tout ça. Et ensuite, au pastel sec, ben, tu démarres. Et puis, et donc, je suis allé au Louvre. J'ai acheté une carte postale de la Grande Odalisque de Ingres. Il est là, hein, il est roulé là, le dessin. Je peux même le dérouler, te le montrer si tu veux. Ah oui, mais tout à l'heure, on va visiter. Ouais. Et je le vois, il est toujours là. Et donc, du coup, Ouais. c'est le visage de la Grande Odalisque de Ingres. Donc, j'ai fait mon quadrillage, j'ai entamé le dessin. À partir du moment où ça commençait à venir, eh ben, j'ai été scotcher mon dessin entre le Pont des Arts et la cour carrée du Louvre. Et là, j'ai fait 200 francs dans la journée. Pas mal, ouais. Voilà. Et là c'est drôle aussi parce qu'il y a un grand Yougoslave qui Ah ouais, arrive. là, ouais, oui, parce que là, alors, du coup, bon, bah, moi, comme je me disais, tiens, voyons. Et le lendemain, j'y retourne, et je mets mon dessin, tout ça, et là, je vois effectivement un grand mec, il faisait, je sais pas loin de 2 mètres, mais il jouait de la flûte traversière. Bon, déjà, il y avait quand même, c'était une erreur de casting, mais non, pas du tout. Et puis le gars, il me dit avec son accent, un fort accent et tout, il me dit, bon, bah là, c'est bien, il est bien ton dessin et tout ça, tu vois, mais tu vas pas pouvoir rester là. Alors, j'ai dit, bah, bon, bah oui, parce que tu vois, les gens là, ils viennent du Pont des Arts, ils passent devant toi, ils te donnent une pièce, puis moi, tu vois, je joue de la flûte là-bas, et s'ils t'en donnaient à toi, ils me donneront pas à moi. Alors bon, évidemment, il n'était pas question de discuter. Ouais. Et
Mais sympa, le gars, il me dit, mais tu peux aller derrière Notre-Dame. Va derrière Notre-Dame parce que là, il y a beaucoup de monde et tout ça. Donc effectivement, j'ai enlevé mon dessin et je suis allé tout de suite m'installer derrière Notre-Dame. Et là, j'ai fait 300 francs. Parce qu'en fait, les bus déposaient les touristes devant Notre-Dame et ils les récupéraient derrière dans le jardin. Il y avait un petit jardin derrière Notre-Dame, il y a un jardin public et les bus venaient récupérer les touristes derrière. Et moi, j'avais mon dessin là. D'accord. Et du coup, bon voilà, ça donne énormément Donc, confiance ouais. en fait. Hein, Voilà, ça vous a donné énormément confiance. Ouais, ça ne donnerait pas à tout le monde confiance comme ça. Bref, à ce moment-là, vous, dans votre tête, vous commencez à vivre de la peinture. L'argent qui tombe, il tombe grâce à votre peinture et vous êtes plutôt peintre que cuistot là. Et après, malgré tout, la cuisine va vous aider parce qu'elle va quand même vous donner un métier de professeur. Vous allez enseigner la cuisine. Ouais. Et là, c'est intéressant aussi de voir comment quelqu'un qui commence à se diriger sérieusement vers la peinture, mais bon, la peinture ne l'a pas qui veut. Vous avez deux métiers parallèles. Vous êtes professeur, vous êtes cuisinier, enseignant. Et il y a des événements, c'est pas mal de les voir, les points de bascule, essayer de voir les points de bascule qui fait que la confiance grandit encore et surtout, concrètement, on peut envisager un système économique, la dimension économique de la peinture. Moi, je me souviens d'une exposition à l'Armor Plage et il y a peut-être d'autres événements, un tableau vendu. Voilà, si vous pouvez détailler ça, ouais. Bah déjà, quand même, juste rapidement, un truc assez drôle. Il y a quand même, quand j'étais derrière Notre-Dame, il y a un chauffeur de bus portugais et qui vient me voir et qui me dit, oh mais c'est joli ton dessin et tout ça, mais est-ce que tu pourrais faire un dessin de moi et ma femme? Ah, super. Alors je dis, bah ouais, pas de problème. Donc et le lendemain ou le surlendemain, il m'amène une photo de lui et sa femme. Vraiment, voilà, Photo de côte à mariage. côte, la photo de tronc comme ça, lui en chemise, elle avec une robe et tout. Bon. Et on discute du format, il voulait un grand truc, hein, et c'était 1,20 m sur, je sais pas, bon. Et donc j'ai fait ça à la maison. Ça faisait tout à fait les Bollywood, les genre affiches Oui, de oui, cinéma oui. indien. Complètement. C'était complètement le truc, tu vois, parce qu'il avait. En plus, c'était à l'époque, lui, il était jeune quand il m'avait la photo, il est jeune, et il a une espèce de col pelle à tarte et tout. Bon, bref, le truc, il n'y a pas plus kitsch. Mais bon, je lui ai vendu, par exemple. Ah oui, là, ça commence à être Voilà. sérieux, ouais. Et puis il y avait aussi dans Paris, j'avais vu un jour en passant comme ça une reproduction d'un tableau de Temara dell'Empicca, toujours Temara dell'Empicca. Et moi je dessinais, je faisais des repros de Chardin, etc. Et je lui en ai proposé, il les a vendus. Et après, il m'avait demandé aussi, ça c'était Boulevard Voltaire, un antiquaire, un petit truc comme ça, voilà. Donc il y avait quand même, et aussi une amie, bon, qui était elle enseignante, elle était enseignante en économie, m'a dit, mais Mathieu, tu devrais quand même, tu peux aussi, il y a des concours à l'éducation nationale, tout ça, pour la cuisine, devenir prof, tu devrais y penser et tout. Et donc parallèlement, j'avais effectivement fait un dossier. Et j'avais été très rapidement embauché comme vacataire, ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais bon, je n'étais pas titulaire, mais Métrox à l'époque. voilà, Maître c'est ça. auxiliaire. Bon, Métrox, voilà. Dans un EREA, avec des jeunes un peu en difficulté, mais c'était dans le 15e, mais c'était très bien, l'EREA Kronstadt. C'était parfait comme Un rien, c'est quoi? EREA, établissement régional d'éducation adaptée. Ça a peut-être changé. D'accord, le oui. nom. Moi, le public n'est pas forcément facile. Enfin, les profs, des fois. n'aiment Ouais, pas. mais bon, bah voilà, c'est ce que je disais aussi, c'est que bon, bah, avec les élèves, même des élèves en difficulté, la magie de la cuisine fait que. Ouais, ouais, Hein, d'accord. c'est-à-dire que du riz, les pommes, on retrouve toujours la même chose. Des gamins qu'on a toujours mis de côté en classe, bah là, ils arrivent le matin et on leur donne du riz, des crevettes, et ils vont. 3 heures après, il y a une paella. Et ça, D'accord. ils sont super fiers d'eux, de l'avoir fait tout seul et tout. Là, donc, on passe à une autre façon de vivre du point de vue du salaire. Donc, il y a plus de place pour le dessin, la peinture. Il y a des choses qui s'ajoutent en satellite, peut-être au départ, une galerie, démarchage, peut-être, Ouais, alors, production. Ouais, enfin, je coupe juste et pour finir mon idée, mais parce que tu en avais parlé de l'exposition à l'Armor, c'est vrai qu'en tant que prof, bah, il y a du temps aussi, hein. Il y a les vacances, etc. Il y a quand même pas mal de temps. Il y a les week-ends, bon. Et donc je continue à dessiner, à peindre. Et un été, j'ai exposé à l'Armor Plage, au Carnével, un bar qui s'appelait le Margaret. Et donc là, effectivement, l'exposition avait très bien marché. 35 tableaux, j'ai retenu, vendus. Hein. Ouais. C'est beaucoup. Hein.
Bah, c'était bien, hein, c'était très bien. Ouais, ouais, non, non, c'était remarquable. Moi-même, j'étais, enfin, vraiment, voilà. Bon, bah, sérieusement, l'idée de pouvoir faire ce métier-là, c'est vraiment venu à ce moment-là. Ouais, mais vous l'avez pas fait. Enfin, vous l'avez développé, mais vous n'avez pas encore fait la bascule. La bascule, c'est tout lâcher du côté de la cuisine Ouais, et tout prendre du ouais. côté de la. Et vous m'avez raconté d'autres choses. C'est un moment, par relation, la Brittany Ferry vous a acheté un tableau en même temps qu'elle achetait des tableaux à des professionnels, vraiment des gens qui en vivaient. Ouais, Ouais. ouais. Et ça, encore une fois, c'est une couche Bah, supplémentaire. moi, j'y avais travaillé à Brittany Ferries. Donc, Ah oui, quand ils ont fait le nouveau bateau Pont-Aven, là, c'est ça. effectivement, on m'avait contacté parce qu'ils savaient que je dessinais, que bon, voilà. Et comment dirais-je, à ce moment-là, voilà, on m'a proposé de travailler, enfin, en tout cas de faire des peintures dans le but de participer à la décoration du Pont-Aven de la Brittany Ferries qui a été inaugurée, je ne sais plus en quelle année, c'est en 2004, je crois. D'accord. Et là, finalement, la bascule se fait. Vous démissionnez, j'imagine, de l'éducation nationale. Ouais. C'est pas rien, hein. Bah, après, j'ai Démissionner. rencontré Chloé Batissou. Que votre femme. Ouais. Et elle vivait de. Ah oui, ça joue aussi, hein. Elle vivait de son travail, elle vivait de sa plume, elle écrivait pour différents magazines, différents journaux. Et c'est elle qui m'a. Elle, la cuisine, ça l'intéressait pas du tout, hein. Moi, je l'avais rencontrée. Ah, la cuisine l'intéressait pas, Bah mais. non, Mathieu c'était le peintre, hein, c'était voilà, quelque part en fait, sans forcément le dire, mais bon voilà, c'était. Et puis la perspective de pouvoir. Non, mais ça, c'est intéressant. En mémoire, en miroir, elle vous envoie Ah bah oui, une belle complètement. image de vous peintre Ah oui. et une moins belle image de vous cuistot, et vous, Pas moins belle, ça mais vous aide à. pas moins belle, mais disons que moi, je sais pas, quand on s'est rencontrés, bah, il fallait euh, que j'aille. À l'époque, j'étais enseignant à Machecoul, il fallait que j'aille à Machecoul pendant 3 jours par semaine, que je revienne, tout ça, bon. Et puis. Oui, oui, oui. Voilà, enfin, je veux dire, on a commencé à se dire, bah, d'ailleurs, ce serait trop bien si, voilà, si on, en plus, elle travaillait chez elle. Oui, oui, il y a des gens que ça pourrait faire l'inverse. L'idée de se mettre en couple, d'avoir des enfants, tout d'un coup, il faut assurer. Et pour assurer, Ah ouais, moi, j'ai jamais, en fait, même déjà commencé à faire de la peinture, après démissionner de l'éducation nationale, parce que j'avais passé des concours, j'étais titulaire. Donc déjà démissionner de l'éducation nationale, bah, quasiment déjà c'est un parcours du combattant, parce qu'ils veulent pas qu'on laisse quitter la secte, hein. Ils étaient là, je me renseignais, ils étaient là, enfin démissionner, comment ça, on me raccrochait au nez. Et bref, et bah déjà ça, bon, faut quand même pas trop réfléchir quand on fait ces trucs-là. non, c'est vrai. Et ensuite, oui, bah après, pareil, ou avoir des enfants quand on est artiste peintre et tout, c'est quand même, voilà, c'est un sport de combat, parce qu'on ne réfléchit pas. Mais je dois dire, des fois je réfléchis pour certaines choses, et puis des fois, voilà, je dois dire, Ok. je me rends compte après. Mais c'est très bien, hein, c'est comme ça, la vie, en fait, finalement, elle est faite pour être grillée, hein, elle n'est pas faite pour la regarder passer, hein. Comme les Gauloises. Oui, voilà. C'est bien, là on a la bascule. Et maintenant on va débarquer ici, là, avec le micro, chez vous, dans cette belle maison. On a la vue sur la rade de Douarnenez, hein, même du sous-sol. Et on est dans l'atelier. Alors avant d'attaquer, on va attaquer le métier de peintre, La vraiment. baie de Douarnenez. La baie, ouais, ouais, la rade c'est pour Brest, bon. La baie. On Moi, va... j'aime bien la géographie, les cartes, D'accord, d'accord, la excusez-moi. toponymie, tout ça. C'est vrai que c'est un truc qui me passionne assez, notamment en breton, parce que j'ai quand même été, on l'a pas dit, mais j'ai été éduqué en breton par mon père. Moi, j'ai parlé en breton avec mon père jusqu'à l'âge de 13 ans. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, Mon d'accord. père était un militant autonomiste breton, et c'est pas pour ça d'ailleurs, mais il nous a enseigné à mes deux frères et moi le breton. Il nous l'a même pas enseigné, il nous a parlé breton, c'est ma langue paternelle. Ah, c'est vrai? Ah oui, moi j'ai jamais appris le breton, j'ai toujours parlé breton avec mon père jusqu'à l'âge de 13 ans. Après les choses se sont bah voilà, après on a commencé à parler français. Moi j'ai pas trop de souvenirs de ça, mais bon, les choses se sont décalées comme ça et c'est une langue que j'ai oubliée. Mais par contre, j'aime beaucoup
la toponymie, quand on va à l'île de Sein, quand on regarde le nom des cailloux, tout ça, enfin, c'est chouette, il y a toute une poésie là-dedans. Puis c'est une langue très poétique, le breton. C'est un peu comme, je dirais, c'est un peu comme la langue des Indiens, un peu. C'est une langue de paysans et de pêcheurs. C'est pas une langue de concept. Un grand philosophe breton, Ah bah oui, non, mais t'en connais, toi? bah, le Breton, c'était quand même une région assez petite. Enfin, nous, j'en connais pas. Les philosophes, on pense aux Allemands d'abord, aux Français, aux Américains, aux, Ouais, voilà. aux Anglais, pas aux Bretons. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais il n'y a pas de jugement de valeur. Je veux Ouais. pas dire que. Ouais, Mais ouais. c'est que avant tout, quand même, bon, il y a des intellectuels en Bretagne, il y en a eu, forcément. Mais malgré tout, ça reste. Et la langue, parce que c'est l'outil, la langue, c'est l'outil de la pensée, quand même, en partie. Donc, du coup, la langue bretonne, voilà, c'est quand même une langue de paysans et une langue de pêcheurs, hein. Oui, de religion aussi, quand même, peut-être, hein. Aussi, peut-être, mais Et, très imagée en plus, oui, hein. Martreut, cheval maigre. d'accord. Tu sais ce que c'est? Cheval maigre, je sais pas, c'est un passage Non, quelque part. c'est un vélo. Ah, Alors on peut dire vélo, hein, mais bon. ouais, moi, je connais le passage de la Chimère dans l'archipel de, Ouais, mais l'archipel non, de la Molène. Et bon, ce nom-là est aussi poétique, c'est sûr. Bah, ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Bref, on est en Bretagne d'ailleurs. Il y a aussi, il y a quand même, et du côté de Guernesey, il y a le passage de la déroute. Ouais. Non mais bon, Oui, oui, mais le bateau, c'est dangereux. non Ouais. mais c'est superbe, tu vois, passage de la déroute. Et d'ailleurs, vous m'avez dit la dernière fois au téléphone, au moment, quand vous étiez encore enseignant de cuisine, vous vous êtes dit, je vais dessiner la Bretagne. Ouais. Ah oui, parce que j'avais tenté, en fait, ma cousine était son amie et c'était un type il faisait la peinture, les murs et les plafonds, chez Agnès B, les magasins Agnès B. C'était un Africain qui avait débarqué là, je crois, et finalement, elle s'était pris de sympathie pour lui. Et il allait partout, au Japon, aux États-Unis, etc. Il faisait les magasins Agnès B, il peignait, etc. Il faisait partie de l'équipe qui mettait en place, quoi, en fait. Et lui, il m'a dit, mais ce gars-là m'avait dit, mais qu'il pouvait me présenter le directeur de la galerie du jour, qui était la galerie Agnès B, etc. Donc D'accord. j'étais allé le voir avec ce que je faisais à l'époque. Puis le gars il m'avait dit, bon bah ouais, mais bon ça, nous on exposait des trucs comme ça il y a 10 ans, mais enfin maintenant, bon voilà. Et ben ça m'a pas démonté du tout ça, mais c'est peut-être une force que j'ai, oui, effectivement, de Sûrement. pas me laisser, bon voilà, quand il y a ça aurait pu être une contrariété, j'aurais pu me dire, ah ouais, c'est nul et tout, mais non, en fait, pas du tout, je me suis dit, bon bah très bien, c'est une espèce Je mettais des images en fait en... je juxtaposais deux images, mais Vis-à-vis. un peu paradoxales, tu vois, un peu des diptyques, des choses comme ça. Puis je me suis dit, bon, bah ok, basta, j'irai en Bretagne, j'irai dessiner, je dessinerai comme faisait mon oncle. Mon oncle Ça, écossais, je ferais pareil. d'accord. Je verrais bien, je ferais Ouais, pareil. À l'époque, il n'était pas encore question de devenir professionnel. d'accord. Sauf en rêve, en fait, sauf un espèce d'absolu, mais lointain, Ah oui. qui est derrière l'horizon, voilà. C'était quand même. Ça m'arrivait de m'imaginer quand même en allant à pied au lycée donner mes cours de cuisine. Ça m'est arrivé de m'imaginer ayant une galerie à Paris, une à Tokyo, comme en marchant dans la rue, je me disais ah ouais, ce serait bien, et tout ça. Mais c'était un truc au-delà de l'horizon. C'était D'accord. voilà. Bon, mais là maintenant, on va visiter l'atelier d'ici. On va faire le tour de l'atelier et vraiment tout. Il faut tout voir. Ouais. Comment tout se transforme ici pour fabriquer les tableaux. Et après, on va parler vraiment du métier. Du métier. On va se réasseoir. Puis après, on va creuser un tableau au choix. Donc on va d'abord, voilà, on vous suit dans ce magnifique atelier. Alors il faut vraiment prendre tout, la dimension, hein. Globalement déjà la surface est immense, c'est très lumineux. Pour l'immense, ça fait Enfin, 100 mètres carrés. Combien 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, ouais. Bon. Ouais. Non, enfin immense. C'est pas Décathlon Brest, hein. Non mais c'est pas un atelier parisien par exemple où on en Ouais, parlait. non, il y a tout de à la l'heure. place. Il y a de la place. Il y a de la place, il y a de la lumière aussi, beaucoup de lumière. Ouais, ouais. Mais bah oui, 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 il y a des verrières au plafond, de façon à avoir la lumière zénithale un peu. Et puis, comme on est orienté sud ici, donc j'ai gardé quand même le mur, le grand mur sud là, bon, limite un peu les entrées de lumière trop vives, trop saillantes, quoi.
Et c'est juste là un petit peu à l'ouest. Effectivement, il y a une ouverture qui fait rentrer la lumière. Mais il y a quand même toute une partie de l'atelier où il n'y a pas de lumière saillante. C'est-à-dire il y a pas de tache de lumière, quoi, qui gêne quand on peint. Souvent, les ateliers, c'est une lumière du nord. Oui, j'ai entendu ça. Ouais, Ouais. ouais. C'est orienté nord, quoi. Parce que, D'accord. en fait, la lumière du nord, elle est à peu près égale. C'est ça, il faut obtenir une lumière qui ne différencie pas ce qu'on voit, c'est ça? Ouais, bah, disons que, par exemple, là, s'il y a un nuage qui passe, moi, tout va s'assombrir. Parce que j'ai quand même de l'ouverture sur le sud-ouest, là. D'accord. Je pense que lumière du nord, la lumière, elle est beaucoup plus linéaire, quoi. C'est beaucoup D'accord. plus. Il y a aussi de l'éclairage artificiel. Ah oui, parce que je bosse beaucoup la nuit, j'aime bien, moi. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, c'est le reste de Cuisto. Ouais, non, mais c'est surtout qu'on est tranquille. Ouais. J'aime bien l'idée quand tout le monde dort, voilà, nous, Ouais. ça travaille. La nuit, c'est un truc particulier, quoi. Mhm. Donc on continue la visite. Alors, on peut commencer par quoi? La bibliothèque. La bibliothèque, oui, c'est intéressant, oui. Ouais. Il y en a deux d'ailleurs. Bah oui, parce que bon, alors elle est super, elle n'est pas rangée en fait. Bon, bah là, il y a tous les catalogues en fait, tous les catalogues des peintres que j'aime bien. Donc Il y des a- catalogues d'exposition. Ouais. Ouais, catalogue d'exposition. Il y a les Moi, Maslow. je suis éclectique, hein. Ouais. J'aime bien plein de choses, hein. Ça va de Cy Twombly, peintre américain, Marquet, j'aime beaucoup, Munch, Monet, Manet, Eugène Leroy, c'est superbe, Mondrian, très conceptuel, tout ça, mais j'aime bien quand même. Et puis, ah oui, ça j'ai la collection aussi des Masno, ouais, ça c'est vraiment Oui, c'est pas chouette. rien, ouais. C'est vraiment bien ça. C'est un copain chineur qui, des fois, j'échange avec lui. Il m'en amène 2 ou 3 et puis je lui file un dessin, quoi. C'est bien. Bah ouais, c'est ça, ça peut faire du troc des fois, les. Non? Ouais, ouais. Bah oui, 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 oui. Donc après la bibliothèque, au fond, moi Soulage, Ouais. Ouais, Turner. Ah oui. Turner, c'est fascinant, Ah hein. oui, ça, c'est sûr. C'est un des premiers. Enfin, je sors quand même, on regarde juste, hein, mais c'est vraiment. Quand on Dites, voit là. dites ce que vous prenez là-dedans, par exemple. Bah, Comment ça vous traverse et ce que vous en faites? Bah là, Turner, c'est quand même, c'est 1830, hein, Turner, hein, je me rappelle plus de sa date. Il est né en 1790, donc dès 1820, il fait des choses franchement abstraites, hein. Mm. Là, Bon. tu vois ça, bon, c'est des aquarelles comme ça, des espèces de. Tu vois ça, par exemple, j'aime beaucoup les ciels comme ça là. Ouais. C'est vraiment, c'est très très chouette, quoi, hein. Et c'est quand même, voilà, c'est 1820, quoi. C'est vieux, quoi. C'est vraiment des précurseurs. C'est vraiment des gens qui renversent la table, hein. Renversent la table complètement, hein. Quand on voit le paysage en 1820, ce qu'on fait, et ce qu'il fait lui, ouais, on passe dans la modernité, quoi. Hmm. C'est vraiment des peintres comme ça, charnières, je trouve. Monet, pareil, hein. Monet, il est à l'origine de 2 révolutions de l'impressionnisme. Ah, c'est déjà beaucoup, déjà pour un Oui, il est artiste. connu pour cela. Ouais. Ouais, voilà, mais l'abstraction. Parce qu'à la fin, c'est carrément abstrait. Le vieux Monet, il est abstrait, hein. Et les abstraits américains s'en sont beaucoup inspirés. John Mitchell. Tu parles des nymphéas, tout ça, enfin tout. Ouais, vraiment la fin. Ouais, les nymphéas, mais il a fait des trucs, hein. Bon, voilà, il faudrait que je retrouve le bouquin parce que. Alors, tu vois, c'est un petit peu en désordre, c'est pas classé. Des correspondances d'artistes, des entretiens avec des artistes. Ça, j'aime beaucoup lire ça parce que De quelle manière ça t'aide? tu apprends beaucoup la correspondance. Bah, par exemple, Bram Van Velde, des entretiens Juliet. avec Charles Juliet. Ça fait du bien de voir que parfois, voilà, la vie d'artiste, c'est dur, hein. Oui, oui, oui. Non, oui. mais bon, tu En fait, vois, tu crées une collectivité. non, attends, je reviens à Monet. Monet, il écrit à Bazaine, son ami Bazaine. Il lui écrit, il a 3 enfants déjà, hein. Il lui écrit, il dit oui, hier, bon, je crois que j'ai fait une bêtise hier, etc. Je me suis jeté dans la Seine. Mais bon, j'ai réussi à regagner le bord, on m'a aidé, etc. Donc à plus de 40 ans, Monet, il se jette dans la Seine, hein. Et il y a eu des périodes où c'est la dèche totale. Totale. Il y a des périodes où ça va, et après, c'est la vraie, la dèche, quoi.
C'est ça, ouais. Parce que les gens Faut pas s'en se saouler, foutent. quoi. Bon. Ok, on va continuer. Peut-être dans ce couloir, il y a comme un couloir un peu sombre. Ah et ouais, au bah bout- là, bon, alors après, ici, là, je range le matériel, les pigments. Je ne l'utilise pas beaucoup, j'utilise la peinture qui est déjà en tube, hein. J'avais acheté les pigments une époque, mais je m'en sers pas beaucoup. Mais je vais m'en servir là, parce que j'avais eu quelques idées pour les utiliser d'une façon un peu différente. Il y a les peintures à l'huile, il y a les pastels ici, rangés. Et puis tout le matos dont on a besoin, tous les scotch, les chiffons. Là, il y a la toile, les toiles à tendre. Puis là, c'est l'évier, en fait, c'est là où je viens nettoyer tout le matos, quoi. Ah oui, Ça, on connaît, hein, quand on était à l'école primaire et tout ça, bah, on allait à l'évier nettoyer nos pinceaux et tout, bah voilà, c'est pareil. D'accord. Avec tous les produits là. Alors la peinture, c'est pas très écolo, hein, parce qu'on utilise plein de produits, tous les vernis et tout ça. Bon, c'est quand même, c'est des trucs assez nocifs en fait. Enfin, moi, j'en utilise pas trop, hein. Mais bon, c'est de la chimie, quoi. Oui, En oui, gros, bien sûr. c'est de la chimie. Et là, il y a tous les tasseaux pour tendre des châssis. C'est toi qui fais les châssis, ouais. Bah moi j'achète les tasseaux quoi. Et puis après je les entretoise et puis les baguettes. Et après je les mets au format. Alors ici, sur ma gauche, il y a des tas de tableaux dans des cartons. Ouais, ça c'était un retour d'exposition. Ouais. Je les ai pas déballés, ils sont emballés. Bon bah, voilà, je les ai laissés emballer. D'accord. On revient à la lumière. Ouais, parce que là on était dans le fond de l'atelier. Il y a le stock de tableaux ici aussi. Avec les grands formats qui sont là. Et puis bon, il y a tout un tas de voilà, il y a tout un tas de tableaux. Enfin, c'est un peu là, comment dirais-je, c'est la bibliothèque à tableaux quoi. Parce qu'en Oh, il y fait, en a énormément, tu pourrais chiffrer Ah, j'en sais rien. Je sais pas. en dizaines. 500, 700, je sais pas. Ah, c'est vrai. Ouais, j'en sais rien. Bah attends, mais je vais ouvrir les tiroirs. Parce que ça, c'est les tableaux, c'est ce qui est encadré. Tu vois, c'est ce qui est tendu sur toile. Alors après, tu vois, il y en a encore plein ici, là, sur les étagères. Et ensuite, j'ai les tiroirs. Tu vois, mes tiroirs, ils sont pleins Aïe, aussi. aïe, aïe. Tu vois. Comment ça se passe après? Tu fais des tris pour. Oh faire non, des- là, je dois dire, là, il faudrait vraiment que je fasse du rangement. Là. Ah, ok. Ouais. Et Là, quand- j'ai perdu ce côté qu'on avait en cuisine, là, de tout bien, tous les soirs, hop, on remet tout en place, bien, nickel et tout. C'est une discipline que j'ai pas toujours. Enfin là, en ce moment, comme je fais beaucoup de peinture à l'huile, je suis quand même obligé le soir, de tout bien nettoyer, les pinceaux et tout ça. Mais c'est vraiment, c'est comment dirais-je, c'est fastidieux quoi, hein. Surtout, Mais bah, je sais pas, à 1h30 du matin, bon, à nettoyer les pinceaux. Ouais, mais si tu décides de faire une exposition, à un moment, une exposition se met en place, tu as 700 tableaux, comment tu fais? C'est-à-dire. Il y a quelqu'un, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui veut une exposition Ouais. faire une rétrospective, je Ah sais ouais, pas. bah, attends, voilà. On n'y est pas encore, hein. Personne m'a proposé de rétrospective. Je veux dire, quand je fais, Non, mais t'as des quand je galeries fais une qui expo, exposent. ouais, mais je mets pas 700 tableaux. Non, non, mais justement, mais comment tu fais pour sélectionner? On te dit on veut 20 tableaux, comment tu fais? Ah, mais en général, je prends la production, je prends en général ce que j'ai produit récemment. Ah oui, c'est qu'il est en surface, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Ok. Et puis après, le reste, ben voilà, ça vient par strate, quoi, tu vois. Ok, ouais. Ça vient s'accumuler. Il y a plein de choses hyper différentes, hein. Tu vois, j'ai fait des choses comme ça. Il y a plein de. Moi, je suis assez éclectique, hein. Et Donc là, il y a tous les tiroirs, en fait, où avec des centaines et des centaines de peintures à l'huile ou pas, ou des petits formats, des grands. Ouais, ça chôme pas. Hein. Ok. Bon, ok, voilà. ok. Enfin, on voit quand même qu'il y a besoin de rangement, hein. Ouais. Et on en voit fait- qu'il y a de la production aussi. Ouais. Après, là-bas, il y a un bureau avec un ordinateur, tout ça. Ouais, Bon, ouais. c'est classique, ça. Ouais, c'est- bah oui, parce qu'on a toujours besoin d'un ordi. Le matin, moi, je suis plutôt. Je réponds les mails, les machins. J'attaque rarement le matin direct à la peinture. D'accord. Ouais. Il y a les chevalets, j'en vois deux. Ouais. Bon, ça, c'est. Oui.
Mais je peins pas beaucoup sur chevalet, je peins beaucoup par terre en fait. Par terre. Ouais, plutôt, ouais. C'est pas mauvais pour le dos. Bah, en fait, c'est plutôt comme ça que ça se passe. D'accord. Pour l'instant, ça va. Je suis pas. Pour l'instant, ça va. D'accord. Peut-être qu'un jour, je pourrais Bon, plus. À ce moment-là, je travaillerai sur des tables. D'accord. Tu vois. D'ailleurs, je vois une table de ping-pong là. Bon. Donc ça donne la taille un peu de la pièce. oui, la table de ping-pong. Ouais, bah ça c'était bien ça. Avec mon fiston, on joue au ping-pong de temps en temps. Là, ça va, D'accord. ça détend, c'est agréable. Sans doute. Merci Mathieu. Dans le prochain numéro, nous retrouvons Mathieu Dorval et nous irons dans le détail du métier de peintre, les sources d'inspiration, paysages ou poètes, les matériaux, les croquis sur le vif, le travail dans l'atelier, le grand plaisir, mais aussi parfois les difficultés de l'activité. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.